Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le tourner parce que j'ai un peu galéré avec ma dernière lecture. Je l'ai fait, enfin j'ai galéré, c'est pas vrai. Je l'ai juste fait traîner longtemps parce que voilà, il y a eu 4 jours où on a eu du monde à la maison et où lire n'a pas pu être possible, et comme il fait 670 pages, et bah clairement voilà, ça a pris du temps, mais je suis trop contente d'avoir l'occasion de vous le tourner puisque j'ai fait deux très bonnes lectures et on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, il s'agit d'une fin de trilogie, donc je peux clôturer une nouvelle saga avec le tome 3 de Babelcorp de Scott Reingen, donc c'est Ascension et c'est aux éditions Milan. Je n'aime pas les couvertures, hein, je vous en ai parlé récemment. Vraiment, je me suis lancée tentée par cette trilogie grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur qui disait qu'il fallait passer outre la couverture qui ne lui plaît pas non plus, hein, parce que vraiment le récit était incroyable. En termes de résumé, dans le tome 1, on va suivre Emmett et 9 autres adolescents qui vont embarquer sur un vaisseau qui s'appelle le Genesis 11 et ils sont recrutés du coup par Babelcorp pour aller miner sur Eden, donc une planète extraterrestre qui contient de la noxolite. Et la noxolite, c'est une substance qui vaut très cher parce qu'elle peut être manipulée par la pensée et on peut créer un petit peu ce que l'on veut avec cette substance. Sauf que les Adamites qui vivent sur Eden ne supportent pas les adultes, mais comme visiblement ils sont en extinction, ils ont un attachement particulier pour les enfants et les adolescents, et du coup bah voilà, ils recrutent des adolescents un petit peu partout dans le monde pour les envoyer en mission là-bas, les entraîner à forer, à se défendre. Donc tout le tome 1 c'est le voyage jusqu'à Eden avec un classement, avec des épreuves. Il n'y en aura que 8 qui partiront sur Eden, donc clairement le classement est primordial. Et voilà, ça c'est le tome 1, et puis le tome 2 et là le tome 3 c'est la poursuite de cette histoire. J'avais eu un coup de cœur monumental pour le tome 1, ça avait été génialissime, le côté épreuve, le côté un peu, alors on va pas dire complot, mais le fait que Babelcorp ce soit pas une entreprise très honnête avec les gens, le fait que l'auteur fasse mourir des personnages principaux et que ces personnages-là meurent pour de vrai, je trouvais ça vraiment incroyable. Et ce que j'apprécie énormément dans cette saga, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose, je ne m'attends jamais à ce qui va se passer et donc c'est un bonheur du début à la fin. Le tome 2, ça a été exactement la même chose et j'attendais beaucoup de ce tome 3, je lui ai mis une note de 17 sur 20 sur Livre Addict, je crois. Donc franchement une très bonne lecture. J'ai adoré retrouver les personnages, que ce soit du Genesis 11 comme les autres. J'ai beaucoup aimé la façon dont les choses se sont déroulées. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pour ça que je n'ai mis que 17 et que je ne le compte pas en coup de cœur, il y a eu quelques petites choses qui m'ont gênée. Le début, déjà j'ai trouvé ça un petit peu long parce que bah, comme vous vous en doutez, on est sur Eden et le côté ascension, bah voilà, on se doute un petit peu, ils veulent remonter dans l'espace. J'ai trouvé ça très long le chemin qu'ils doivent mener au début. Pour le coup, j'ai trouvé un petit peu des petits temps morts, ce que j'avais pas du tout dans les 2 premiers tomes. Mais voilà, somme toute, ça a été assez rapide à se lancer. Mais ce qui m'a beaucoup gênée pendant un gros moment, alors ça m'empêchait pas d'avoir une frénésie de lecture, mais ça m'a agacée au plus haut point. On a vraiment des personnages qui décident de faire les pires choix, de prendre les plus mauvaises décisions, de se poser la question s'ils attendent ou s'ils font la chose qu'ils sont censés faire tout de suite. Et du coup, ils décident toujours d'attendre, ce qui va engendrer des conséquences terribles pour le groupe, pour eux et pour le groupe. Et ça m'a rappelé la sensation que j'avais eue dans la saison 1 de Lock and Key. J'avais adoré la saison 1, ça avait été génialissime et je n'avais pas poursuivi parce que j'avais été énormément déçue du final où j'avais trouvé qu'on mettait exprès des mauvaises décisions, les pires décisions qui puissent exister
pour justement rajouter des péripéties. Là franchement il y a eu des personnages, ils avaient 10 000 occasions de faire la chose qui aurait pu éviter des morts, qui aurait pu améliorer la situation, mais non, ils décident d'attendre le dernier moment, et du coup c'est très mauvais et pour eux et pour le groupe, et ça m'a saoulée parce que on le sait en fait, c'est évident que c'est le bon moment, mais non. Donc voilà, ça engendre des soucis et ça m'a agacée. Il y a un autre personnage qui m'a agacée parce que, alors là, un petit peu dans une moindre mesure, il se passe quelque chose, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que dans le discours du personnage, il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors, la situation fait que, effectivement, c'est pas évident de deviner, mais il se pose plusieurs fois la question de c'est bizarre quand même, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça, je le reconnais pas, même si au final en ce moment voilà il est un petit peu particulier, voilà franchement je ne comprends pas, et jusqu'au bout, même quand il se dit c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre, et ben non, il va laisser couler et il va rien mettre en place pour essayer de comprendre, et du coup bah, ça va engendrer des situations compliquées et ça m'a saoulée. Évidemment, on est le lecteur, on sait ce qu'il en est parce qu'on est omniscient dans ce récit, hein. On est aussi du côté des méchants, donc on sait. Mais ce qui m'embêtait en fait, c'est que le personnage puisse voir ces détails, mais n'en tire pas les conclusions nécessaires. Franchement, ça m'a vraiment agacée. Et là, en fait, je vous donne plein de points négatifs, mais j'ai vraiment adoré ma lecture parce que c'était vraiment super chouette. Il y a encore des personnages principaux qui vont mourir et je trouve ça vraiment super. Il y a des dilemmes terribles. J'ai eu les larmes qui m'ont... j'ai eu les larmes ou est-ce que j'ai pleuré? Je crois que j'ai un petit peu pleuré parce que vraiment, il y a une situation où c'est poignant et où... on voit le sacrifice d'un des personnages et on le comprend et on lui pardonne tout, et il y a un dialogue entre deux personnages qui parlent de celui qui s'est sacrifié, et effectivement ils vont dire un truc qui va les faire rigoler et en même temps les émouvoir, et ben c'est exactement ça, et non franchement ça a été une super bonne lecture. Et le dernier bémol que je vais mettre, et c'est pour ça que en vous en parlant je me dis mais j'ai mis 17 sur 20 alors que j'arrête pas de vous dire des trucs qui m'ont agacée, mais en fait globalement sur tout le livre c'est qu'une vraiment infime partie, mais c'est des choses qui m'ont sauté aux yeux du fait que je ne les avais pas du tout retrouvées dans le tome 1 et dans le tome 2, donc voilà, ça m'a un petit peu déçue par rapport aux deux premiers tomes qui étaient des coups de cœur. Là voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pour ça que je le mets pas en coup de cœur, mais je lui mets quand même un 17 sur 20. Ce qui m'a un petit peu embêtée, c'est le final. On n'a pas d'épilogue, et au vu de où mène le tome 3, un épilogue ne serait vraiment pas de trop, et c'est surtout que ça se finit, j'ai lu les remerciements, et c'est vraiment la fin de la trilogie. Bah je suis désolée, mais en fait il y a encore tellement de questions qui sont sans réponse, l'avenir, surtout en connaissant l'humanité, ça va être très compliqué, il va y avoir beaucoup de choses compliquées, et bah un épilogue ça m'aurait plu de savoir comment les choses auraient tourné, ou un tome 4, parce que franchement là alors ça aurait pas été forcément mon préféré le tome 4 au vu de là où se passerait l'action, mais il y a énormément de choses à dire en fait, on peut pas juste finir comme ça sur un message d'espoir entre guillemets, bah il faut me raconter un petit peu plus en fait, donc voilà. J'ai l'impression que je vous dis que du négatif, mais en fait vraiment c'était une très bonne trilogie, un très bon tome 3, et je vous conseille chaudement cette trilogie, passez outre la couverture parce que c'est vraiment super chouette. Pour l'instant je pense que le tome 1 c'est vraiment mon préféré, si vous aimez les épreuves, si vous aimez la science-fiction, bah franchement c'est génial, et je le redis, mais le fait que les personnages principaux puissent mourir à peu près à chaque instant et qu'il les fasse vraiment mourir, je trouve ça vraiment très bien parce que ça implique encore plus le ressenti du lecteur, et il n'y a pas le côté oui ils le font mourir mais en vrai ils vont le ressusciter dans 3 pages en disant qu'il y a une petite pirouette qui fait que. Donc franchement trop bien, et non vraiment c'était vraiment super chouette, à part les quelques petits points qui m'ont agacée. Ça m'a pas empêché de dévorer ma lecture et d'être très heureuse de terminer cette trilogie. J'en garde un souvenir vraiment top et je vous la conseille chaudement.
Ensuite, j'avais besoin de quelque chose de... Enfin, j'avais besoin, non, mais j'avais envie de quelque chose de différent. On était dans de la science-fiction, donc j'avais envie de repartir dans de la fantasy. Quitte à repartir dans de la fantasy, pourquoi ne pas terminer une saga? Et on va revenir sur ce point justement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, je pense, sur le prochain livre dont j'aimerais bien vous parler. J'ai terminé la lecture du tome 4 des Lunes de sang d'Anaïs Cross, donc c'est Crépuscule et c'est aux éditions Locomodo. Pour vous faire un rapide topo, en gros c'est une réécriture de Sherlock Holmes. On a Listac qui est un lunaire, donc enfin un demi-lunaire d'ailleurs, donc c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un vampire on va dire, et Listac en gros il représente Sherlock. On a Evral qui est un nain et qui représente Watson, et on a Amiel qui est une humaine et qui pour moi représente Madame Hudson, même si, alors peut-être que là je me fais des films, mais comme j'ai regardé la série Sherlock, Madame Hudson elle est un peu vieille on va dire, alors que là Amiel elle est très jeune et du coup elle est clairement de l'âge de Listac, où elle s'en approche on va dire, parce que je sais plus quel âge il a en termes de lune. Bref, donc voilà, réécriture de ça dans un monde de fantasy, puisque voilà, il y a des nains, des lunaires, des humains, des elfes, des dragons. Donc voilà, vraiment univers de fantasy plus. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec cette saga parce que franchement quand je lis les tomes, je suis à fond dedans, mais je n'ai jamais envie de lire un tome. Jamais. J'avais adoré le tome 1, mais j'avais jamais eu envie de lire le tome 2. Je m'étais forcée à lire le tome 2 et j'avais beaucoup aimé le tome 2, mais c'est pareil, j'avais eu beaucoup de mal à me lancer dans le 3. Et là par contre, le 3 j'avais adoré ma lecture et en fait ça m'avait donné grave envie de lire le tome 4, surtout qu'en plus voilà c'était le dernier. Donc j'ai lu le tome 4 pas si longtemps que ça après le 3 et vraiment, je vais pas dire coup de cœur, mais génial du début à la fin. Je n'ai rien à reprocher je pense à celui-là parce que tout était trop bien. Les personnages étaient top. La façon dont les événements s'enchaînent est incroyable. La bataille finale, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment final puisque il va se passer encore 200 pages après la bataille finale, je l'ai trouvé incroyable et surtout la résolution qu'il y a au moment de la bataille. C'est poignant, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'étais en train de travailler quand je lisais et qu'il y avait un petit creux de clients. Et j'en avais quand même les larmes aux yeux tellement c'était poignant. J'ai adoré la psychologie des personnages. J'ai adoré Listac dans celui-là. Parce que sa relation avec Shertan, je l'ai trouvée folle. Sa relation avec Amiel, comment ça évolue entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment top. Sa relation avec Evral et Evral avec lui aussi parce qu'il y a cette amitié sincère entre les deux et indéfectible. Mais il y a aussi d'autres choses sous-jacentes et sous-jacentes d'ailleurs, des choses sous-jacentes. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses travaillées en termes de relations dans ce tome 4 et c'était vraiment super chouette. On apprend quelques petites choses supplémentaires sur le personnage de Cell que j'aime beaucoup. Et non franchement j'ai vraiment adoré. Après comme je vous dis je l'ai fait un petit peu traîner déjà parce qu'il est assez gros quand même. 670 pages c'est pas rien. Et en plus voilà, j'avais Lucille qui est venue 4 jours à la maison. Donc clairement le soir je lisais pas, hein, on faisait des sessions de jeu. Donc pendant 4 jours j'ai peut-être lu 1 ou 2 chapitres au boulot mais c'est tout. Et voilà ça a un petit peu traîné. Mais j'ai surkiffé ma lecture. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict. C'est pas un coup de cœur, ce qui est bizarre, hein, parce que franchement, c'est pour moi le meilleur des tomes que j'ai lu de cette... j'allais dire quadrilogie, on va en reparler juste après. Mais j'ai vraiment adoré ce tome 4 et je pense que c'est mon préféré parce que franchement, en termes de relationnel, il est incroyable et juste trop bien. Maintenant, je donne une petite information supplémentaire. J'ai terminé ce tome 4 hier soir et bah clairement en fait c'est pas fini. L'histoire elle est pas finie. Là on va dire qu'il y a un gros arc qui est terminé, mais il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Et je suis allée voir, alors
ma maman qui va peut-être regarder cette vidéo va se dire bah oui, je t'en avais déjà parlé. Effectivement, j'ai un vague souvenir qu'elle m'en avait parlé, mais cette saga-là, elle m'en a parlé il y a des années et j'ai mis des années à la lire. Donc voilà, ma mémoire s'est un petit peu effacée. Et en fait, bah là c'est le tome 4, mais il y a le 5 et le 6 en fait qui existent. Et le problème c'est que bah, édition Locomodo, vous vous en doutez peut-être, c'est très difficile pour l'auteur de se faire éditer. Elle a eu des galères sans nom. D'ailleurs celui-là il date de 2014, hein, donc clairement il commence à dater un petit peu. Mais c'est surtout que voilà, elle a eu énormément de mal à se faire éditer, elle n'est pas connue, en tout cas moi, à part avec ma maman, c'est vrai que personne ne m'en parle et franchement pourtant, réécriture de Sherlock Holmes version fantasy, trop bien. Et du coup en fait je me suis dit bah j'étais contente de finir la saga, mais en fait j'ai pas fini la saga et je serais très contente de lire le tome 5 et 6. Et c'est là que c'est terrible et que je vous dis que j'ai terminé une saga en fait, c'est que ça a tellement été difficile pour elle de se faire éditer que il n'est plus possible d'acheter les tomes 5 et 6, c'est juste possible en occasion. Et j'ai regardé un petit peu d'occasion, je n'en ai pas trouvé. Sur le site de l'éditeur, je suis allée regarder, c'est marqué que les deux sont épuisés depuis des années. Et vraiment, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, tout ça, pas moyen de trouver le tome 5 et 6. Et donc voilà, je termine cette saga en n'ayant pas vraiment terminé. Après je suis contente parce que du coup j'ai quand même la fin du premier arc on va dire, mais j'aurais bien aimé poursuivre et avoir des informations supplémentaires essentiellement sur le personnage de Cell et de Axélion, le roi des nains, parce que voilà il y a plein de mystères qui sont encore pas élucidés pour ces deux personnages là et pour ce type de personnage là. Et puis bah j'avais quand même envie de voir la suite des événements parce que franchement ce que Listak fait et le remerciement qu'il en a par rapport à son nouveau souverain, et ben je trouve ça très très dur. Et d'ailleurs Evral et Amiel à juste titre sont vraiment remontés contre ce ressentiment et cette exclusion avec tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait pour le royaume. Et d'ailleurs voilà, moi ça m'a vraiment brisé le cœur pour lui parce que je me suis dit mais le remerciement qu'il en a après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vécu, c'est quand même abusé. Et j'avais envie de voir voilà dans l'avenir comment ça allait se passer pour lui, surtout que en termes de population, il fait partie d'un peuple qui est détesté, donc voilà, très compliqué pour lui de continuer à vivre avec les autres, on va dire. Et voilà, donc il y avait énormément de choses à dire encore, énormément de choses à montrer, et l'auteur l'a fait. L'auteur l'a fait, c'est juste que voilà, pas moyen de lire la suite, donc contente d'avoir fini cet arc quand même et de pas rester un petit peu en suspens, surtout qu'après la fin du tome 3, clairement j'avais besoin de savoir la suite, mais un peu triste de pas lire le tome 5 et 6, donc voilà, c'est tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez lire une réécriture de Sherlock Holmes version fantasy, et ben Les Lunes de Sang, c'est une très bonne saga qui est bien trop méconnue et je vous la conseille chaudement. Et voilà pour cette update lecture, donc deux très bonnes lectures, malgré le fait que j'avais pas mal de petits bémols pour la première, et le fait que la dernière, le petit bémol, c'est vraiment le fait que je ne puisse pas lire la suite, mais sinon juste trop bien. Donc n'hésitez pas une seule seconde, parce que franchement ce sont deux très bonnes lectures. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!